l'essentiel est à venir. Le E2S, économie sociale et solidaire, l'essentiel est à venir parce que le mouvement des entrepreneurs sociaux dont vous êtes, vous, Jean Moreau, le fondateur et le président, est en train de, enfin plutôt a annoncé en octobre dernier son move. Oui. Mauvais jeu de mots. En Impact France, en s'alliant avec Tech for Good. Ça veut dire quoi, en réalité, tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouvement avait 10 ans et il avait été créé par des pionniers de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc des gens qui voulaient faire du business autrement et qui voulaient incarner une autre façon de gérer des entreprises et des structures. Et nous, au bout de 10 ans, avec Eva, qui est la coprésidente du mouvement, on a voulu donner un petit coup de pinceau là-dessus pour 3 raisons principales. La première, c'est que justement, il fallait sortir de cette logique de pionnier et aller vers une forme de norme. Donc on a voulu ouvrir le mouvement à des gens qui n'étaient pas nés dans l'ESS, canal historique, au sens le plus militant du terme, mais qui étaient en démarche de transition sincère, portée, etc. Donc on ne voulait pas se fermer à des entreprises pour des questions statutaires ou pour des questions légales, mais on était prêt à une démarche d'inclusion. La deuxième raison de ce changement de nom, de ce rebranding, c'est aussi la volonté d'inclure dans cette thématique de transition à la verticale environnementale. L'ESS, comme son nom l'indique, c'était très ancré social. Donc impact social, c'était très bien. Mais il semblait qu'on passait à côté de toute la dynamique climat-environnement qui importe aujourd'hui beaucoup plus. Donc on a voulu la rapprocher des wagons et remettre cette coloration-là. Et puis la dernière chose, et c'est la raison du rapprochement avec le Tech for Good France, c'est qu'on voulait impulser une dynamique digitale et tech dans le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un mouvement à certains égards un peu old school, en tout cas très low-tech. Et donc on voulait infuser cette culture start-up, outillage, scalabilité, et donc d'où le rapprochement avec Tech for Good France pour faire finalement une grosse maison de l'entrepreneuriat à impact positif, qu'il soit high-tech, low-tech, no-tech d'ailleurs, on n'est pas des ayatollahs là-dessus, hein, mais et voilà, qu'il soit impact social, environnemental, très militant, moins militant. On voulait réunir tous ces gens-là dans un mouvement plus large. Parce que dans Impact Plus, il y a des boîtes comme le Slip français ou le Bon Coin qui vous ont rejoint, ce qui est à la fois évidemment un très bon signe et puis le signe surtout d'une mutation, parce que elles sont pas, enfin, il me semble, littéralement nées comme des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Non, vous avez raison. Au départ, on avait les pionniers du mouvement, hein, ce sont les cofondateurs, c'est des groupes comme le groupe SOS, qui est dans l'insertion, la Croix-Rouge, Vitamine T, etc. Et puis, on a, dans la dynamique d'ouverture dont j'ai parlé, on a fait rentrer effectivement des gens comme le Slip français, comme le Bon Coin, comme la Maïf, Aigle plus récemment, OEFI, dont on est très fiers. Et donc, ces boîtes-là nous rejoignent et dépoussièrent un peu l'image du mouvement et donnent une voie nouvelle et montrent la voie à d'autres boîtes qui se pensaient être loin de ces sujets et qui, en fait, en voyant des rôles modèles comme ça rejoindre le mouvement, se disent tiens, on va peut-être y aller nous aussi. Et vous avez même quand même une ambition qui est pas faible, qui est littéralement d'être une contre-voie à celle du MEDEF. C'est ambitieux. C'est pour le ambitieux. En tout cas, c'est pas agressif. Le positionnement qu'on a, c'est pas du tout d'être un alter-MEDEF au sens politique du terme. C'est plus, on veut incarner une autre façon de porter la voix de l'entreprise, une autre façon de faire du business, qui a vocation à démoder le modèle historique, mais sans agressivité, sans antagonisme. C'est juste qu'on pense, en tout cas, on est plusieurs à penser que dans le discours du MEDEF, plusieurs personnes, plusieurs entreprises, et notamment la nouvelle génération, ne se reconnaît plus trop dans l'importance qui est donnée à l'actionnaire, à la croissance, l'hypercroissance, et à une relation très verticale, très salariat-patronat. Et donc nous, on essaie d'incarner une autre façon de concevoir l'entreprise, plus horizontale, plus en posture de coach que de patron, et avec une préoccupation autre que la croissance, la rentabilité et l'actionnaire. Ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas le seul. Et donc on pense qu'il y a la place pour incarner un nouveau récit du rôle de l'entreprise. Du rôle de l'entreprise. Vous voulez engager 30% des entreprises françaises dans une démarche de transition et au moins 30% des salariés dans un modèle plus vertueux des relations sociales. Là aussi, c'est une sacrée ambition quand même, non? Il y a du boulot et c'est pour ça que... Mais le MEDEF en soi est aussi un très beau modèle justement d'organisation, de rayonnement territorial, de puissance même médiatique et puis d'influence. Mais du coup, vous leur parlez au MEDEF? Oui, on se parle. On a été reçus par Roux de Bézieux et on se parle. Il y a une ligne qui est ouverte complètement.
Et donc nous, ça avance. On a passé la barre maintenant des 4000 entreprises membres du mouvement Impact France. On a à la fois des grands groupes comme ceux que j'ai cités, Le Bon Coin, Aigle et ainsi de suite, la Maïf. On a à la fois des structures historiques. Je pense que le prochain défi pour nous, ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est probablement là que va se jouer la bataille, c'est d'arriver à embarquer des PME dans le territoire, et tout issus un peu moins sous le feu des projecteurs. Alors il y a les startups iconiques, il y a les grands groupes qu'on connaît. Oui, parce que paradoxalement, on a souvent, si on revient au MEDEF, mais il n'y a pas que le MEDEF, mais effectivement, on pense aux grosses boîtes, au CAC 40 ou pas au CAC 40, mais à des boîtes très visibles. Oui. Il y a aussi des centaines de PME qui sont pas moins productrices et employeuses. Donc, non, mais c'est là qu'est le défi pour nous, c'est d'aller chercher ces entreprises qui font de la logistique en PACA. En fait, si ils se mettent à faire basculer une partie de leur flotte de véhicules vers de l'hybride ou de l'électrique, ça a aussi un gros impact. S'ils se mettent à penser leur système d'achat autrement, ça a aussi un gros impact. Donc il ne faut pas avoir en tête que les gens qui sont sous le feu des projecteurs, il faut aller chercher les entreprises moins sexy, plus lointaines, et les ramener vers chez nous. Alors, vous êtes par ailleurs le fondateur de Phoenix, qui permet d'acheter des invendus en quelque sorte, de limiter le gaspillage. Le gaspillage des invendus. Comment ça marche ? Alors, c'est très simple, on a 2 briques de solutions. Notre métier, c'est de limiter le gaspillage, de donner une seconde vie aux invendus et d'aller vers le zéro déchet alimentaire, le zéro waste. Et donc pour ça, on a 2 briques de solutions de valorisation. Donc en fait, sur notre plateforme, les contributeurs sont plutôt les magasins, donc des gros distributeurs, des petites surfaces de quartier, des boulangeries, etc. Et donc tous les jours, ils propulsent sur notre plateforme des invendus en fin de journée qui sont à J-1 ou J0, qui sans nous seraient détruits, mis à la poubelle et incinérés. Et on essaie de proposer un autre standard qui est la seconde vie. Et donc on fait soit de la revente à prix cassé sur l'application Phoenix. Donc on a une application grand public qui permet de racheter à prix cassé les invendus en fin de journée pour que les consommateurs s'engagent là-dedans. Et puis à défaut, ce qui n'a pas été racheté à prix cassé est donné à des assos d'intérêt général comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire ou le Secours Populaire, dans une logique de solidarité pour les plus démunis. Et donc bout à bout, ces 2 canaux de valorisation font qu'à la fin, il n'y a plus rien dans la poubelle. Et on est dans l'économie circulaire où les invendus ont une seconde vie. Et voilà, il n'y a plus de déchets. On a changé de paradigme. Et il y a une forte adhésion là pour le coup, des distributeurs et Oui, pour plein de raisons. C'est un sujet qui a dans l'air du temps, à la fois d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, médiatique. Je pense que c'est compliqué d'être contre ce qu'on fait. Et donc on est porté par un vent favorable. Mais d'y aller, oui, c'est ça. Oui, ça, ils y vont. Ils y vont. Parce qu'aussi, il y a un intérêt économique très clair qui est de transformer un centre de coût en centre de profit. Et donc moi, c'est une vision que je défends chez Phoenix. C'est la RSE, certes, mais elle est encore plus forte et plus puissante quand elle est assise sur une équation économique qui fonctionne. Et que du coup, elle peut être portée aussi au plus haut niveau et pas simplement dans une direction RSE. Et d'ailleurs, vous l'exportez en quelque sorte. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est d'élargir au-delà de la France Oui, c'est une des raisons pour laquelle on a décidé avec mon associé Baptiste de se lancer sur le thème du gaspillage alimentaire. C'est que c'est à la fois un sujet très complet avec impact social, impact environnemental, création de valeur économique, mais aussi sur un marché qui est énorme en France, en Europe et qui est global, puisque c'est 1/3 de la nourriture qui n'est jamais consommée, entre le champ et l'assiette. Donc voilà, nous on porte ce projet en France et on vient de lancer l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie. Et ça va continuer. Ah oui, c'est un vaste programme. En tout cas, ça prouve que la RSE et l'économie ne sont pas antinomiques. Bien au contraire. Bien au contraire. Merci beaucoup. Merci à vous.